ce rythme. Barbatoukès, Bayana. Gabriel est enfin chez lui, avec la même sensation de rupture de quotidien lorsqu'il revient de vacances. Sa propre maison lui semble temporairement étrangère. Il pose le sac dans le hall d'entrée de l'appartement et va machinalement ouvrir le store du salon pour faire entrer la lumière. Il se retourne, dos à la baie vitrée. Rien n'a changé de place depuis son départ. La table basse avec le canapé, le coin cuisine au fond de la pièce, le petit couloir qui donne sur les 2 chambres et la salle de bain. Il y a encore le verre d'eau laissé par Camille dans l'évier, juste avant leur départ en vacances. Elle n'est pas là. Elle l'était de moins en moins et ne le sera bientôt plus. Avec ses études, son boulot et tout le reste, elle construit sa vie de son côté. Il se dirige vers l'évier pour ranger le verre dans le lave-vaisselle, lorsqu'il voit une feuille de papier posée sur le plan de travail. Il la saisit de sa main gauche. C'est une lettre écrite par sa fille. « Papa, quand tu seras revenu à la maison, il faudra que tu t'occupes de transmettre des papiers à ton travail, la sécu, la mutuelle et l'assurance. Ils t'ont été donnés à la sortie de l'hôpital. La voiture est garée sur le parking de l'immeuble, j'ai mis les clés dans le petit panier à l'entrée. Si jamais tu ne t'en sors pas avec toute cette paperasse, fais-toi aider par une assistante sociale. Bon rétablissement, promets-moi de tout faire pour retrouver le papa que j'avais avant de partir en vacances. » Signé Camille. Il pose délicatement le papier et soupire de soulagement. Avant cette lettre, le dernier échange qu'il a eu avec sa fille par téléphone l'a laissé plein d'incertitudes. À présent, il est certain qu'elle l'aide malgré son absence. Elle ne l'a pas abandonné. En retour, il tiendra sa promesse. Il fera tout pour retrouver le papa que Camille avait avant l'accident. Peut-être qu'il le retrouvera en même temps que la source du rythme obsédant. Est-ce peut-être lui qui est à l'origine du son ? Peu importe, les deux semblent liés. Gabriel regarde la telle sur son poignet droit, puis va récupérer le sac à l'entrée. Il sort toutes ses affaires pour les remettre à leur place. Sur la table basse, il jette le prospectus de la Batoukada ainsi que la pochette de documents qu'on lui a transmis à sa sortie de l'hôpital. Dans sa chambre, il pose ses habits pliés sur le lit et les range. Il fait la même chose dans la salle de bain avec ses affaires de toilette. Le sac étant désormais vide, il pourra être mis à plat et propulsé tout en haut du placard mural de l'entrée. La première étape dans le retour au monde réel est une franche réussite. La suite l'attend, étalée devant lui. Gabriel n'est pas vraiment motivé pour s'y atteler, mais il ne faut pas attendre. Malgré tout, il procrastine en ouvrant sa baie vitrée pour aller sur la terrasse. Il regarde sur le parking en bas de la résidence. Sa voiture est garée sur sa place, comme l'a écrit Camille dans sa lettre. Son véhicule a l'air curieusement en bon état, compte tenu des souvenirs de son accident. Intrigué par ce détail, il cherche des explications mais se ravise assez vite, car il ne faut pas perdre de vue l'étape suivante aussi pénible soit-elle, ni réveiller inutilement le rythme obsédant. Il rentre dans le salon et s'assoit sur le canapé. Il se saisit la tête avec les mains, inspire un bon coup et va chercher son ordinateur portable dans la chambre. Muni d'un PC, son téléphone et son tapis de paperasse, il passe les 2 heures suivantes à s'occuper des différentes formalités sans y mettre une once d'émotion. Il n'a pas trop à se forcer pour le faire, c'est devenu une seconde nature chez lui. Il range les documents dans la pochette au fur et à mesure de sa progression. Arrivé au bout de cette corvée, il met tout son bazar sur un côté de la table. Il ne reste plus devant lui que le prospectus de la Batoukada, sur lequel est inscrit au dos les coordonnées d'un cabinet de psychologie. Le véritable saut vers l'inconnu et les choix stratégiques commencent maintenant. Son objectif premier est de trouver une solution à ce rythme obsédant, afin de guérir complètement et retrouver le papa de Camille pré-accident. Qu'importe le chemin à emprunter, c'est le résultat qui compte. Le choix de la raison s'oppose au choix du cœur. Dans les 2 cas, il n'est absolument pas certain du résultat. D'un côté, consulter un professionnel de santé qui poursuivrait son suivi psychologique, un choix logique et cartésien. De l'autre, il y a la musique, non pas pour le plaisir de jouer, mais pour sa potentielle vertu thérapeutique, de son point de vue. Au fait, pourquoi choisir ? Les 2 ne sont pas incompatibles. Pourquoi se faire des nœuds au cerveau pour rien ? Inconsciemment, il piétine, il procrastine, encore. En définitive, il a peur de ce qu'il découvrira. Le rythme obsédant fait son retour, Gabriel s'y attendait. Il s'installe au fond du canapé, ferme les yeux et commence à respirer lentement de manière régulière. Dans sa projection mentale, il cherche l'origine du son. « Je ne sais pas où tu te caches, mais je te trouverai, salopard. » Il est évident pour lui que le père de Camille est à l'origine de ce rythme obsédant. Les yeux toujours fermés, il lutte contre ses angoisses pendant de longues minutes.
Il abandonne le décor et se focalise sur le rythme en lui-même. Une autre image lui apparaît, tirée d'un souvenir récent. Il voit apparaître devant lui cette gamine et ce quinquagénaire taper en rythme sur cette percussion imposante. Les musiciens ne sont pas en transe, mais dans une béatitude et un bien-être très communicatif. Ce bruit, cette cadence, a réussi en quelque sorte à extraire le rythme obsédant du corps de Gabriel. Il a ressenti à ce moment-là une immense délivrance. Gabriel ne s'est pas rendu compte que le rythme obsédant a disparu et qu'il s'est assoupi. Lorsqu'il se réveille, il saisit le prospectus à côté de lui et le lit en détail. La Batucada organise une répétition ouverte au public. Le choix du cœur. Le rendez-vous est donné le lendemain à 20h. Par chance ou coup du destin, c'est à une quinzaine de minutes à pied de chez lui. Tant mieux, il ne se sent pas encore très à l'aise pour reprendre sa voiture. Trop de souvenirs. Gabriel arrive en avance au rendez-vous. La porte du local est déjà ouverte. Il est accueilli par le professeur de percussion. Il l'a reconnu grâce au sifflet autour du cou. Il incarne son parfait contraire. Avenant, plein d'entrain et les yeux qui pétillent. Salut, moi c'est Gaël. Bonjour, Gabriel. Enchanté. Le prof tend son bras pour lui serrer la main, mais se ravise aussitôt en voyant son attelle. Ah, tu portes une attelle. J'espère que tu es gaucher. Je suis ambidextre. C'est vrai? Eh bien ça, c'est vraiment top. Les personnes ambidextres comme toi ont davantage de facilité à désolidariser les mouvements de leurs mains. Tu viens pour faire un essai avec la Batucada ou tu viens juste nous écouter? Tu as déjà fait de la percu avant? Non, je n'en ai jamais fait. J'aimerais bien m'y mettre. Enfin, surtout... Va jusqu'au fond de ta pensée, dis-moi tout. C'est ça qui m'intéresse. Gabriel pointe du doigt la percussion l'ayant hypnotisé à sa sortie de l'hôpital. Il l'a repérée en entrant dans la pièce. Ah, ça, c'est le sourdo. C'est un instru génial. Bon, ils le sont tous, tu me diras, mais je ne suis pas très objectif quand je dis ça. Va jeter un œil si tu veux, tu peux même prendre la maillotche et taper dessus. Au fond de la salle, toutes les percussions sont posées sur le sol, prêtes à être utilisées. Gabriel n'a d'yeux que pour le sourdo. Il prend de la main gauche la sorte de baguette, puis se retourne vers le prof qui approuve d'un hochement de tête. Il ferme les yeux et frappe la peau d'un coup sec. Le résultat est aussi surprenant que décevant. Le son émis est un timide plop. Gaël, à l'autre bout de la pièce, a le sourire jusqu'aux oreilles, car il savait d'avance ce qu'il se passerait. Il se rapproche et lui donne des consignes. Et on n'a pas entendu le boom car la peau doit continuer de vibrer. Tu ne dois pas laisser la maillotche dessus, ça étouffe le son. Et surtout, l'instrument est posé à même le sol, ce qui fait que la peau en dessous ne résonne pas beaucoup. Attends, tu vas entendre la différence là. Il met le sourdeau en bandoulière autour de Gabriel et le positionne entre ses jambes. Voilà, maintenant, frappe. Sans surprise pour Gaël, le son émis est nettement plus sourd et percutant. Gabriel ne s'est pas trompé non plus. Il a la réelle impression d'extérioriser l'angoisse que représente le rythme obsédant. Le fait de le ressentir vibrer dans tout son corps, et non dans sa tête, lui fait un bien fou. Il ne s'agit pas ici de contrôler quoi que ce soit avec les exercices de respiration, seulement de libérer un surplus d'énergie aussi puissant que toxique. Il pense à la métaphore canine de ce monsieur rencontré avant son départ de l'hôpital psychiatrique. Il imagine très bien laisser ce chien fou de la meute se défouler avant de l'accrocher à l'attelage. C'est ce que Gabriel est venu chercher en venant ici. De sa main gauche, il continue de frapper à un rythme régulier et ferme les yeux. Le rythme obsédant ne fait qu'un avec le son émis par le sourdeau. On croirait même que la cadence a changé sous son influence. Il sent une chaleur intense émise depuis sa poitrine remonter jusqu'à sa bouche. Il pourrait presque cracher du feu s'il avait une source incandescente à proximité. Quel soulagement! Il entend tout à coup des clappements de mains qui l'accompagnent. Ces derniers semblent se rapprocher. Gabriel ouvre les yeux. Les percussionnistes se sont rapprochés de Gaël et lui pour le soutenir dans sa pratique de l'instrument. Il reconnaît le quinquagénaire et la petite fille. Cette dernière enfourche un sourdeau et le soutient avec un rythme un peu plus complexe. Un coup de sifflet retentit dans la pièce. Les autres se mettent à jouer. Les avoir écoutés est une chose. Jouer avec eux en est une autre. Il n'a jamais ressenti cela auparavant. L'espace d'un instant, il n'y a plus de place dans son esprit pour autre chose que cette batucada. C'est dingue. Plus de rang social, de famille, de rythme obsédant, de traumatisme, plus rien. Il s'arrête subitement de jouer. Cette perte de repère lui fait peur. Il redoute d'oublier sa fille une seconde fois. Les percussions s'arrêtent quelques mesures après, toujours au son strident et chaloupé du sifflet. D'autres curieux ont répondu présents pour assister à la répétition ouverte au public. « Alors, ça t'a plu ?» demande Gaël.
Oui, c'était surprenant et fort en volume. En effet. Cela dit, c'est bien la première fois que je vois quelqu'un ressentir le rythme de cette manière. Oui, c'était super. Mais pourquoi est-ce que tu t'es arrêté d'un coup demande la jeune fille au sourdeau. Je ne sais pas, répond-il par omission. Bon, peu importe, poursuit le professeur. Ce que je te propose, Gabriel, c'est de laisser le sourdeau à Pierre pour la prochaine demi-heure. Promis, tu rejoues avec nous après. Gaël étire légèrement son cou pour s'adresser à la demi-douzaine de curieux au fond de la pièce. Il leur explique le principe de la batucada et présente le rôle de chacun des instruments. Il invite les plus curieux à venir se joindre aux musiciens après quelques morceaux. À contre-cœur, Gabriel retire la sangle de la percussion pour la poser délicatement au sol sans abîmer son bras droit. Il part s'asseoir sur l'un des bancs disposés le long du mur près de l'entrée et va rejoindre le reste du public. Après ce qu'il vient de vivre, les écouter jouer ne le bouleverse plus vraiment. C'est toujours agréable, certes, mais frapper sur une peau en rythme avec d'autres est nettement plus grisant. Effrayante à première vue, cette perte de repère pendant qu'il jouait était en définitive un véritable bol d'air frais. Gabriel en est désormais certain, il est indispensable qu'il pratique une grosse percussion comme le sourdeau pour l'aider dans sa quête. Chercher l'origine du rythme obsédant et retrouver le père de sa fille. La demi-heure s'est écoulée assez vite. Gaël leur fait signe de s'approcher. Il distribue différentes percussions aux autres et lui confie des cloches métalliques. Les deux cônes de tailles différentes sont reliés par une tige, formant un U. Pour les prochains morceaux, tu joueras de la gogo. Avec ton attel, je te conseille de porter les cloches avec ta main droite. Tu vas frapper de la gauche et tu vas avoir besoin de souplesse dans le poignet. Vu ton état, c'est le seul instrument dont tu peux à peu près jouer. Et le sourdeau ? Pas tout de suite, mon ami. On ne commence jamais par le sourdeau quand on débute, dit-il avec un sourire sincère. Il lui tend l'instrument, la baguette et 2 bouchons de protection auditive. Tiens. Gabriel enfile tant bien que mal les protections dans ses oreilles et imite la posture d'une dame à côté de lui qui possède le même objet dans ses mains. Il tient la gogo de la main droite comme une pince. Il saisit la baguette de la gauche, prêt à jouer mais sans véritable entrain. S'il en avait eu, personne n'aurait vu la différence de toute manière. Le prof de percu mime la gogo entre ses mains. Maintenant, Gabriel, écoute. Doum doum dadam doum dam dam doum dadam doum dam. À toi. Gaël imite inlassablement le geste en prononçant les onomatopées pour que Gabriel prenne le pli. Les autres agogos du groupe l'aident à tenir le rythme. Au bout de quelques minutes, il arrive à le jouer sans trop se tromper. Il faut maintenant écouter les consignes passées par le prof à base de coups de sifflet et de signes. N'y comprenant pas grand-chose, Gabriel se contente de singer sa voisine de droite. Partager un moment comme celui-ci avec d'autres musiciens est très enrichissant. Mais cela ne lui suffit pas. Il a besoin de faire du sourdeau. Le son aigu de l'agogo ne lui est pas agréable, même avec des suppositoires dans les oreilles. Il veut jouer, entendre et surtout ressentir les vibrations d'une percussion grave et lourde. Mais cela n'est pas possible tout de suite. Il tâche de suivre la cadence pour ne pas briser le groove jusqu'à la fin de la répétition. Le professeur remercie l'ensemble des personnes présentes et invite les musiciens à ranger chaque instrument dans sa housse de protection. Tout le monde discute dans la pièce. Gabriel s'est posé du côté de l'entrée, attendant la fin de la séance. Gaël s'approche. « Ça va, Gabriel ?» Oui, c'était un moment agréable. J'aime le son du sourdeau. Boum, 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 boum. Si tu souhaites continuer avec nous, tu pourras en jouer. Mais il faudra d'abord continuer un temps avec la gogo. Tu reviens la semaine prochaine ? Et il faut que je réfléchisse. Pour Gabriel, c'est clair. Pas de sourdeau, pas de batucada. Moi, je te sens pas très motivé tout d'un coup, dit Gaël en rigolant. Tu es difficile à cerner, mon ami. On a du mal à deviner ce que tu ressens. On me le dit souvent. Eh bien, au revoir et merci. À la revoyure. Salut tout le monde, rentrez doucement, merci d'être venus. À la semaine prochaine pour les autres, annonce-t-il collégialement. La nuit est tombée. Gabriel sort comme il est entré, sans expression particulière dans son comportement ou sur son visage. En revanche, il ressent une profonde déception de ne pas pouvoir jouer du sourdeau tout de suite. C'est maintenant qu'il en a besoin, pas dans 6 mois. Il passe devant la dame qui jouait de l'agogo à côté de lui tout à l'heure. Elle fume une cigarette, adossée au mur. « Tu ne reviendras pas la semaine prochaine, pas vrai ?»« Je ne pense pas, non. » balbutie Gabriel, surpris d'avoir été pris à partie. « Je m'en doutais un petit peu. Quand je suis entré dans la pièce en début de séance, tu semblais littéralement absorbé par ce que tu faisais. Tu l'étais nettement moins quand tu jouais des cloches avec moi. Je préfère le sourdeau. »
J'ai déjà entendu ça il y a pas si longtemps, dit-elle en souriant. Silence. Un petit rond rouge surgit dans la nuit devant elle, suivi d'un épais nuage de fumée. Tu n'es pas du genre bavard, Gabriel. Ce n'est pas mon point fort, en effet. Écoute, si tu ne reviens pas avec nous, il faut que tu continues les percussions, d'une manière ou d'une autre. Cela crève les yeux que tu adores ça. Je vais te donner les coordonnées de mon cousin. Il joue de la percu dans une fanfare qui répète à 2 pas d'ici. Il cherche du monde. Mais je ne sais pas jouer. Pas encore, mais tu apprendras. Il cherche un ou une volontaire pour jouer de la grosse caisse. Une grosse caisse? C'est dans la même veine que le sourdeau. Tu vas adorer, j'en suis sûr. Tiens, j'ai noté son numéro au dos de ma carte de visite. Elle lui tend le petit papier cartonné où est griffonné au dos Cyril, ainsi qu'un numéro de téléphone. Machinalement, Gabriel retourne la carte. Le destin a un sens de l'humour porté sur le comique de répétition. Camille, c'est ça? Demande Gabriel. Oui, c'est moi. Petits travaux et bricolage en tout genre. Peinture, jardinage, aménagement intérieur, rien ne me fait peur. Merci pour tout. Mais de rien. Si tu connais quelqu'un qui a besoin de mes services, n'hésite pas. En rentrant chez lui, Gabriel sent la frustration lui remuer les tripes. Il avait à portée de main une solution à tous ses problèmes, mais on lui en refuse l'accès immédiat. Tout ce qu'il récolte en retour, c'est un énième numéro de téléphone gribouillé. Il commence à regretter le choix du cœur et envisage dès demain d'appeler un cabinet de psy. Au fond de lui, il sait déjà que cela se soldera par un échec. Continuant sur son chemin, il cherche une poubelle pour y jeter la carte de visite de Camille, bricolage en tout genre, qu'il tient encore dans sa main. L'histoire se répète, pense-t-il. Encore une Camille qui me donne un coup de pouce. Au point où il en est, qu'est-ce que cela lui coûterait d'appeler ce numéro? Et si elle avait raison à propos de... Comment elle l'a appelé? Ah oui, grosse caisse, c'est charmant. Si c'est le cas, il pourra retrouver cette sensation d'extérioriser le rythme obsédant. Gabriel reconsidère la carte de visite, puis la range soigneusement dans une poche fermée de sa veste.